Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Vous l'avez vu évidemment, vous ne l'avez pas loupé, hein. Je viens de vous dire, on était plusieurs, 1 milliard devant nos écrans de télé hier pour assister tout simplement au sacre de la sélection Argentine qui s'est tout simplement imposée au tir au but face à l'équipe de France. J'ai fait une vidéo sur Léo Messi, j'ai fait une vidéo sur le sacre de l'Argentine. On est revenu évidemment sur l'un des matchs du siècle, hein. Je vous invite évidemment à aller voir mes deux vidéos qui sont tout simplement sorties hier sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais tout simplement vous donner mon 11 de départ, mon 11 type de cette Coupe du Monde 2022. Quels ont été selon moi les 11 meilleurs joueurs de cette compétition. J'ai essayé évidemment de vous donner une équipe qui, je pense, pourrait tout simplement jouer dans la réalité. L'objectif, c'est pas non plus de faire une équipe avec 15 attaquants, avec 8 défenseurs. On fait un truc équilibré, donc forcément, choisir malheureusement parfois c'est éliminer. Il y a des joueurs que j'ai pas pu intégrer dans le 11 de départ. Je les ai tout simplement mis sur le banc. J'ai une liste de 8 joueurs sur le banc que j'ai pas vraiment réussi à intégrer dans mon 11 de départ. Et puis évidemment, il y aura peut-être un ou deux noms que j'ai potentiellement oubliés. Donc je vous invite d'ores et déjà à me donner dans les commentaires votre 11 de départ et votre banc. Les amis, on est parti du coup sans suspense. Je vous dévoile l'intégralité de mon 11 type de ce mondial. Je vous invite pas forcément à mettre pause parce que je vais revenir sur l'intégralité de mes choix pour avoir tout simplement composé ce 11 là. J'ai aussi mis quelques joueurs sur le banc. On démarre tout simplement ce petit 11 avec évidemment le gardien Emiliano Martinez qui aura été fantastique, hein, élu meilleur gardien de la compétition déjà. Un Martinez qui aura fait une compétition extraordinaire avec notamment 2 séances de tir au but mémorables face aux Pays-Bas, face à l'équipe de France en finale. Et ce que je trouve fantastique chez ce gardien, c'est qu'à chaque fois il plonge du bon côté. À chaque fois il a cette capacité à rentrer dans la tête des adversaires, à plonger du bon côté. Et au final, si l'Argentine aujourd'hui est en finale, si l'Argentine aujourd'hui remporte ce mondial, c'est quand même en grande partie grâce à ce gardien. C'est simple, il n'y a pas de grandes équipes sans grand gardien. On l'a vu avec Lloris en 2018, on l'a vu avec Neuer en 2014, on l'a vu avec Casillas en 2010, on l'a vu avec Buffon en 2006. Enfin bref, je vais pas vous refaire tous les mondialistes, tous les différents champions du monde, mais à chaque fois, généralement dans 95% des cas, vous allez retrouver un très très grand gardien. Clairement, Emiliano Martinez, depuis son arrivée en sélection, il a un peu changé le visage de cette équipe défensivement. Et justement, en parlant de la défense, j'ai tout simplement décidé de mettre une petite paire de défenseurs centraux, Otamendi, Romain Saïs qui aura eu pas mal de soucis physique pendant ce mondial. Il aura été vraiment gêné, hein, par des problèmes à la cuisse. Ça l'a un peu empêché, voilà, d'être à son maximum, mais je trouve qu'il représente vraiment parfaitement cette solidité, ce supplément d'âme du côté du Maroc, et je trouve que sa place dans le 11, elle est quand même complètement méritée. J'aurais pu aussi mettre Aguerd, j'aurais pu mettre El Yamik, je sais pas, mais voilà, j'ai hésité entre Aguerd et Saïs. Je crois qu'en termes de minutes jouées, Saïs en a quand même un peu plus que Aguerd, mais voilà. Place quand même assez logique pour Romain Saïs. Et puis à côté de lui, c'est tout simplement pour moi le meilleur défenseur central de ce mondial, Nicolas Otamendi. Honnêtement, Otamendi, ça fait très longtemps qu'on suit l'Argentine, ça fait très longtemps qu'on se lève à 2-3 heures du matin pour regarder des matchs de l'Argentine face à la Bolivie, face à l'Équateur, même dans les différentes compétitions internationales. Et le niveau affiché de Nicolas Otamendi pendant cette Coupe du Monde, franchement, pour moi, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Il a été extraordinaire, patron de sa défense, son match face aux Pays-Bas, malgré la remontada des Pays-Bas et ce retour à deux partout. Je l'ai trouvé extraordinaire dans la combativité, extraordinaire dans le duel aérien. C'est un joueur qui vraiment m'a impressionné, l'un des Argentins qui m'a le plus impressionné dans ce mondial. Et lui, c'est comme Martinez, il a fait la compétition de sa vie au bon moment, avec évidemment cette victoire et ce titre de champion du monde. Je vais aussi évidemment parler des différents défenseurs centraux qu'on retrouve sur le banc. Ibrahima Konaté, Gvardiol. Alors Konaté, il a pas énormément joué, il a même été plutôt remplaçant dans ce mondial, mais quand il a joué, je l'ai trouvé vraiment très très bon, faut le dire. Cette équipe de Liverpool a clairement recruté l'un des meilleurs talents européens à ce poste de défenseur central, Konaté, qui évoluait du côté de Leipzig. Et évidemment, on enchaîne avec Gvardiol. Alors beaucoup de personnes vont mettre Gvardiol dans leur 11 de départ. Pour moi, Gvardiol peut pas être dans mon 11 de départ, pour la simple et bonne raison que son match face à l'Argentine en demi-finale, il est complètement raté. Mauvais alignement sur le premier but qui provoque tout simplement un penalty avec cette faute sur Alvarez de la part de Livakovic. Et puis surtout sur le troisième but, si je ne me trompe pas,
il se fait balader par Léo Messi. Pour moi, vraiment, Gvardiol ne peut pas être dans mon 11 de départ à cause de ce match-là. Maintenant, on est quand même tous plus ou moins d'accord pour dire que son mondial est de très très grande qualité. J'aurais pu le mettre dans le 11, mais j'ai préféré privilégier un Romain Saïs qui a pour moi fait pratiquement aucune erreur dans ce mondial, alors que Gvardiol a trébuché dans le match le plus important de la compétition pour son équipe. D'ailleurs, j'ai pas trop parlé de Bounou qui est sur le banc. Bounou, j'ai hésité avec Martinez, mais Martinez est quand même champion du monde. On privilégie le gardien qui va au bout. Il y avait aussi évidemment le gardien de la Croatie, Livakovic, qu'il faut quand même mentionner dans cette vidéo qui a été quand même plutôt très intéressant. D'ailleurs, Bounou et Livakovic sont tout simplement dans les petits papiers du Bayern de Munich pour remplacer Neuer. Neuer qui s'est blessé au ski et qui devrait tout simplement louper l'intégralité de la compétition. Donc, comme quoi, faire de bonnes performances à la Coupe du Monde, ça peut ouvrir les portes de très très grands clubs. On enchaîne les amis sur les deux latéraux, Théo Hernandez, Achraf Hakimi. Théo Hernandez qui ne devait pas être titulaire au départ de la compétition et qui a profité malheureusement pour lui de la grave blessure de son frère Lucas Hernandez face à l'Australie. Il aurait été vraiment très très intéressant, même si son influence sur le jeu de l'équipe de France a un peu baissé au fur et à mesure. Il y a quand même ce but très important face au Maroc en demi-finale qui dans son bilan lui fait beaucoup de bien. Une finale où il est quand même globalement passé au travers, je trouve, avec une défense compliquée face à Léo Messi, mais ça a été pour moi le meilleur latéral gauche. Maintenant, il n'y avait pas beaucoup de concurrence, honnêtement, j'ai mis Théo Hernandez parce qu'il fallait mettre un latéral gauche. Franchement, c'était très compliqué d'en trouver un. On enchaîne tout simplement avec le poste de latéral droit, Achraf Hakimi. Achraf Hakimi, évidemment qu'on met des Marocains dans cette équipe, évidemment que les Marocains seront bien représentés dans mon équipe et dans mon 11 de départ. Excellent, excellent, écoutez, il n'y a pas grand chose à redire. Constant tout le long de la compétition, il aura vraiment assumé son statut d'un des meilleurs latérales du monde. Voilà, il aura assumé son statut, Achraf Hakimi, dans cette compétition. Vous voyez sur le banc, j'ai aussi mis Nahuel Molina, le latéral de l'Atlético, le latéral argentin, qui aura lui aussi fait un très très bon mondial. J'ai même hésité à mettre Molina plutôt dans mon 11 à la place d'Achraf Hakimi, mais finalement j'ai préféré mettre le Marocain dans mon 11 de départ. Mais Molina aussi aura fait vraiment une très très bonne compétition. Lui qui est un peu en délicatesse du côté de l'Atlético, peut-être que ce mondial va lui faire du bien et peut-être qu'il va enfin lancer sa carrière du côté de l'Atlético. On passe au milieu de terrain et là il y a beaucoup de qualité. Vraiment là on est vraiment avec trois gros bonhommes, trois joueurs qui ont fait le mondial presque parfait, j'ai envie de vous dire. On commence d'abord par la révélation, le meilleur jeune de ce mondial, Fernandez, le joueur de Benfica qui va pas rester très très longtemps du côté de Benfica, aura vraiment été impressionnant pendant cette compétition. Lui qui était pourtant pas censé être titulaire sur le début de la compétition, mais voilà, cette claque qu'a pris l'Argentine sur le premier match face à l'Arabie Saoudite, finalement ça a fait beaucoup de bien à l'Argentine. Et voilà, petit à petit, il a pris de l'importance, et clairement aujourd'hui c'est devenu un titulaire indiscutable en Argentine, malgré son jeune âge. On enchaîne évidemment avec Amrabat et Antoine Griezmann qui auront été tous les deux absolument fantastiques, honnêtement absolument fantastiques. J'ai pas les classements des... Peut-être que je ferai le classement des meilleurs joueurs de la compétition, mais clairement, c'est deux joueurs que je mets plus ou moins dans mon top 5. Amrabat, pour moi, le meilleur joueur marocain dans ce mondial. Un joueur absolument voilà, qui m'a impressionné. Je savais que c'était un bon joueur, mais de là à faire une telle performance, il y a un gap entre être un bon joueur qui joue à la Fiorentina, qui joue dans un bon club européen, etc., et faire de telles performances à la Coupe du Monde. Clairement, Amrabat absolument extraordinaire dans ce mondial. Et puis évidemment Griezmann qu'on a trouvé dans un nouveau rôle un peu plus bas sur le terrain, beaucoup plus bagarreur, beaucoup plus travailleur pour l'équipe. Ça a été une des pièces maîtresses de l'équipe de Didier Deschamps dans cette compétition. Mais forcément, malheureusement pour lui, il y a cette finale qui est complètement ratée. C'est un joueur qui, dans ce mondial, aura plus taclé, plus couru que vraiment jouer vers l'avant. Il y a évidemment cette magnifique passe décisive, on se rappelle, face à l'Angleterre, et cette passe pour Giroud. Mais je le trouve, je vais pas dire surcoté, le mondial de Griezmann. Faut pas non plus trop en faire, mais clairement sa place dans le 11 de départ, elle est quand même complètement méritée. Sur le banc, j'ai tout simplement mis aussi trois autres milieux de terrain, Unai, Brozovic, De Paul. On va commencer évidemment par le champion du monde, Rodrigo De Paul, qui aurait été fantastique. J'aurais pu aussi mettre McAllister, qui a vraiment été très impressionnant dans ce mondial. Vraiment, ce milieu de terrain, ça a été l'une des forces de ce mondial. Regardez l'équipe de France avec Griezmann, Tchouaméni qui va en finale. Regardez évidemment la Croatie avec Brozovic, avec Kovacic, avec Modric qui vont en demi-finale. Même le Maroc, finalement, il y a peut-être que... franchement, voilà, il te faut un gros milieu de terrain, il te faut un milieu de terrain travailleur pour aller loin
dans la compétition. Et De Paul aura été, même si son début de compétition est un peu raté, il y a ce match face à l'Arabie Saoudite qui est un peu raté, mais justement, je pense que ce match face à l'Arabie Saoudite a fait beaucoup, beaucoup de bien aux Argentins. Donc voilà, De Paul, sa place sur le banc, je la trouve complètement méritée. C'est le lieutenant absolu de Léo Messi. Et De Paul, c'est un joueur que j'ai pas envie de cantonner au rôle de travailleur, de joueur qui est un peu le boucher, qui vient tacler, qui vient chercher les embrouilles avec l'adversaire. C'est un numéro 10, De Paul. C'est un joueur qui techniquement est fantastique, qui peut te faire des sombreros, qui peut te faire des renversements de jeu, qui peut dribbler dans les petits espaces. C'est vraiment un milieu de terrain parfait, le lieutenant parfait pour Léo Messi. Brozovic aussi, Brozovic c'est le marathonien dans ce mondial. Je crois que c'est le joueur qui a le plus couru dans ce mondial. Je le mets devant Modric. Voilà, je le mets devant Modric. Je trouve que le mondial de Brozovic est quand même beaucoup plus intéressant que celui de Luka Modric. Et justement, Brozovic, un peu décevant en demi-finale face à l'Argentine. Bah, on l'a vu collectivement, ça s'est un peu ressenti avec cette défaite. 3-0 évidemment, Unai, Luis Enrique nous l'a bien fait comprendre, c'est l'une des révélations dans ce mondial, lui aussi va pas rester très très longtemps du côté d'Angers, un joueur vraiment qui aura été fantastique offensivement, techniquement, par aussi le travail physique, bref, pas grand chose à redire sur son mondial à Unai. On attaque tout simplement justement avec les trois attaquants, le trio de tête, Kylian Mbappé, Alvarez, Messi. Là, il y a beaucoup de buts. Là, il y a beaucoup, beaucoup de buts. 8 pour Mbappé, 4 pour Alvarez, 6 pour Léo Messi. Ça fait quand même 18 buts à eux 3. Le trio de tête, pratiquement discutable. Honnêtement, j'ai pas hésité une seule seconde. Il y a peut-être des gens qui auraient mis Giroud, d'autres qui auraient mis Harry Kane, d'autres qui auraient mis Gakpo, que vous voyez par exemple que j'ai mis sur le banc. Je trouve que offensivement, on n'a pas eu beaucoup de grands attaquants dans cette compétition. Alvarez qui lui aussi n'était pas titulaire au début de la compétition, c'est là où tu te dis que cette défaite face à l'Arabie Saoudite, ça a été vraiment un miracle pour l'Argentine finalement. Clairement, un mal pour un très bien, même pas pour un bien, parce que cette défaite a tout simplement mis Lautaro, pardon, j'allais dire Lisandro, non, Lautaro Martinez. Lisandro, c'est un autre grand attaquant argentin. Lautaro Martinez sur le banc. Et c'est Alvarez qui a pris tout simplement sa chance, qui marque, qui va finir avec quand même 4 buts. Je crois que c'est l'un des plus jeunes joueurs de l'histoire de la Coupe du Monde à avoir marqué un doublé en demi-finale de Ligue des Champions. Voilà, une performance absolument extraordinaire pour Alvarez. Que dire évidemment de Messi et Kylian Mbappé, les deux meilleurs joueurs du monde actuellement, les deux meilleurs joueurs de la compétition. Ça c'est, ils se sont disputés, ils se sont rendus coup pour coup. Et finalement, sur la ligne droite, au sprint final, c'est Léo Messi qui, au tir au but, va remporter ce mondial-là de joueurs qui auront fait vraiment une Coupe du Monde absolument extraordinaire. Vous voyez sur le banc, j'ai tout simplement mis Gakpo pour le récompenser pour son début de compétition, même si évidemment son match face à l'Argentine, il est absolument dramatique. Là encore une fois, je ne savais pas vraiment qui mettre comme joueur offensif, peut-être un petit Hakim Ziyech, peut-être un autre joueur marocain, pour pouvoir récompenser un peu cette sélection marocaine qui allait quand même jusqu'en demi-finale et qui a fini 4ème dans ce mondial, mais j'avais pas vraiment d'idée à ce niveau-là. Je trouve que mon 11 de départ, il est quand même très intéressant. J'aimerais bien aller voir tous les 11 là nous proposer un petit match. Je pense que ça nous proposerait vraiment une équipe très intéressante. Je ne l'ai pas mis dans mon visuel, mais évidemment, le coach du mondial, c'est Scaloni. C'est Scaloni qui a réussi à faire les ajustements, qui, un match, tu démarres à 3 face aux Pays-Bas, tu démarres à 4, le coup tactique de faire jouer Di Maria à gauche face à l'équipe de France pour travailler sur le côté de Jules Koundé, qui est le côté le plus faible de l'équipe de France défensivement, en tout cas, supposé être le plus faible. Ça a parfaitement bien fonctionné. Di Maria qui vient de chercher un penalty. Alors, on peut peut-être un peu le critiquer sur son approche frileuse pour maintenir le score. Ça aussi, quand même, ça a été, je pense, un gros échec qui a failli coûter très très cher à l'Argentine. Tu mènes 2-0 contre l'Australie, tu mènes 2-0 contre les Pays-Bas, tu mènes 2-0 contre l'équipe de France. Et pourtant, à chaque fois, à 10-15 minutes de la fin du match, tu permets à l'adversaire de relancer complètement la rencontre. Alors que je vous rappelle, face à l'Australie, face aux Pays-Bas, face à la France, il n'y a aucun débat possible. Il n'y a aucun débat possible. Et c'est là aussi où tu te dis que l'Argentine, c'était vraiment la meilleure équipe du mondial. Parce que sur la phase à élimination directe, si tu enlèves les 10 dernières minutes, chose que tu ne peux pas faire, il n'y a aucun débat possible contre la France jusqu'au penalty. T'es infiniment au-dessus. Face aux Pays-Bas, jusqu'à la réduction du score, t'es largement au-dessus. Face à la Croatie, il n'y a pas eu de match. Et même face à l'Australie, à 2-0, t'étais plutôt tranquille, plutôt
pépère. Bref, voilà les amis, mon 11 de départ hein, dans cette compétition, dans ce mondial 2022. Je vais vous proposer hein, dans les prochaines heures mon 11 des flops. Voilà, ça c'est mon 11 des tops, entre guillemets. Donc le 11 des flops arrivera dans quelques heures. Tenez-vous prêts, n'hésitez pas, vous en commentaire, à anticiper mon 11 des flops et à me le donner en commentaire. Et aussi, évidemment, à me donner votre 11 des tops, tout simplement, sous cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner pour pas louper les prochaines. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter pour très bien parler football. Allez, ciao, ciao les amis.